Dans le cas des investissements, donc, je rappelle, l'intéressement il est abondé à 100%, que soit vous le mettez dans le PEG ou PERCO. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est donner un coup de pouce pour ceux qui ne pouvaient pas vraiment pas investir. Donc on leur a dit, mettez au moins les 300 premiers euros. Ça a abondé à 200%. Donc je mets 300 et j'ai 900 euros sur mon épargne. Et le reste, à la limite, vous prenez. Mais c'est dommage parce que vous allez payer des impôts dessus, d'accord? Mais si vous mettez tout, ça n'est pas plus de 100%. Et après, vous avez les versements volontaires. Là, on a simplifié aussi les règles. C'est-à-dire, on a mis les mêmes critères d'abondement, que ce soit le PEG ou PERCO, il n'y a plus d'écart. Donc, on ne fait plus d'incitation sur tel ou tel fonds. Et donc, pour l'optimisation, vous mettez 1250 euros sur le PEG, 1250 euros sur le PERCO, soit 2500 euros, et vous avez les 1350 euros d'abondement. Et la question qu'on me pose, c'est, sachant que l'épargne dans le PEG est investie en moyenne pour 17 ans. C'est-à-dire que tout le monde prépare aussi son épargne retraite par ce biais-là. Pourquoi j'irais sur le PERCO qui, lui, me bloque tout de suite, hein, hormis l'acquisition de la résidence principale, hein. Eh bien, c'est simplement pour l'optimisation. Si je mets tout sur le PEG, il faut que je mette près de 4000 euros pour avoir les 1350 euros. Si j'optimise sur les deux, je mets 2500 euros et j'ai les 1350 euros. Donc on va sur les deux pour faire l'optimisation fiscale, c'est-à-dire je mets peu pour avoir le maximum. Donc 54% normalement. Alors il y a différentes façons d'y aller. Parce que vous allez me dire, sortir 2500 euros par an, c'est peut-être pas évident, hein, parce que c'est quand même 200 euros par mois sur les deux fonds. Hein. Donc, non, 100 euros par mois sur les deux fonds, excusez-moi. Bien, vous avez plusieurs solutions. La première, vous vous souvenez, l'effort est fait sur les 5 premières années. Au bout de la 6e année, mes avoirs deviennent disponibles. Hein. Eh bien, je rebloque 1200 euros et je transfère 1200 euros et j'ai l'abondement qui est associé. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de la 6e année, sans effort, je récupère 1350 euros. Je rappelle que pour certains, c'est quand même un mois de salaire. Est-ce que tu es obligé de les sortir pour les remettre ou est-ce que tu peux... Non, reblocage. Alors, il y a une touche qui est reblocage. Je rebloque dans le PEG. Et c'est considéré comme un versement. Ouais. Et c'est considéré comme un versement parce que vous repartez pour 5 ans. Ce qui est intéressant, c'est que les plus-values, elles ne sont pas comptabilisées. La CSG, c'est les plus-values, elle sera à la sortie. Hein. Donc, ça rapporte de l'abondement encore. Donc, c'est de l'argent qui rapporte encore de l'argent. Ah oui, et après, vous faites la touche transfert. C'est la touche transfert. Et vous avez du PEG vers le PERCO. Et vous avez l'abondement qui est associé. Première solution. Et on ne passe pas par la case d'impôt parce que c'est moulinette, épargne salariale. Si on fait juste reblocage, il faut mettre 4000 euros. Il faut rebloquer 4000 pour avoir les 1350. Hein, c'est toujours les mêmes règles. Sauf si tu n'as pas ton plafond, tu sais, de la rémunération annuelle. Alors, non, alors il faut juste contrôler que l'intéressement global, l'abondement de l'intéressement ne dépasse pas les 3850 euros d'abonnement. Ouais. Alors, on est déjà sur des hauts revenus, hein, mais c'est ça qu'il faut contrôler. C'est-à-dire que si j'ai 2500 euros d'intéressement, abondé à 100%, plus les 1350, je peux toucher ce fameux plafond. Donc après, je suis capé. Dans ce cas-là, il faudra faire un transfert, parce que lui, il est à 5700 euros en gros. Le double d'abondement dans le PERCO par rapport voilà, au PEG. c'est x2. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. La deuxième solution, c'est faire le versement. D'accord? Et puis, comme ça, j'augmente. L'argent appelle l'argent, donc comme ça, augmente. La troisième solution, c'est ce que je préconise, hein, c'est que vous renoncez à l'acompte du 13e mois au mois de juin. Donc, vous renoncez, ça part au CET. Et au mois d'octobre, je transfère du CET les 70 heures vers le PERCO. Je vous ai dit que c'est considéré comme un versement volontaire. Et vous avez l'abonnement qui est associé. Simplement, en faisant ça, je ne passe pas par la case des impôts. Et je gagne encore
des économies d'impôts parce que la somme que je n'ai pas prise, multipliée par tout mon taux marginal d'imposition, égale l'économie d'impôts supplémentaires. Je dis peut-être des bêtises, mais il faut faire quand même attention, hein, si je ne me trompe pas, sur ce mouvement-là. Quand ils te sortent ton 13e mois ici, ils te le font passer par ta feuille de salaire. Oui. Et du coup, en fait, sur le mois où on fait ça, si en plus on place à l'ancien, on n'a pas ce montant-là, par contre, on a un gros dégrèvement parce qu'on paye la CSG, CRDS sur la feuille de salaire. Et donc, grosso modo, on a un mois vraiment avec. Faut l'anticiper. C'est-à-dire que tu vas payer, tu payes tes. C'est les cotisations retraite. Ouais, faut que tu payes. Ah oui. Grosso modo, ça te fait une moins-value sur le mois où tu fais ce mouvement. Alors, à Et somme, sur voilà, le mois à de somme décembre identique, entier, oui. ça peut te faire un moins 500 balles sur salaire que tu ne vois pas venir la première fois. Et, Totalement d'accord. Alors pourquoi il y a ce phénomène? Parce que ça aussi, on me posait souvent la question, on dit mais on me cotise dessus et après quand je vais le prendre en temps, je vais recotiser dessus. Ben, c'est tout simple, parce qu'on ne parle pas de la même chose. La retraite, dans les EEG, le 13e mois est statutaire, donc il est intégré dans le calcul. D'accord? Donc si je disais mon 13e mois, je le mets sur le CET, et que je n'ai pas de cotisation dessus, c'est-à-dire qu'à la retraite est calculée sur 12 mois. D'accord? Donc pour que ça soit toujours calculé sur 13 mois, c'est pour ça que malgré tout, vous avez des cotisations sur cette partie du 13e mois Ils sont prises quand même. pour que ça soit intégré dans le calcul de la retraite et donc, on les paye sur le salaire du mois. Ben, à 50% et après à 40% en novembre et 10% en décembre. Hein? Mais vous voyez, cette cotisation-là, c'est pour pouvoir après avoir une retraite sur une base 13-12. c'est à peu près 12% les cotisations retraite. Oui, c'est Sur un- 12%. sur un Oui. mois. Oui, oui, oui. C'est 12%. Et après, vous avez les cotisations de la CAMIEG Qui sont prises aussi. qui sont prises aussi. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à un problème de santé ou autre, on intègre bien aussi le 13e mois. D'accord? Je sors peut-être un peu dessus, mais du coup, si on le sort en ce 13e mois, finalement, au lieu d'aller dans le PG, là, je pense que si on le prend en temps, on va prendre le temps, mais par contre, on va quand même payer la cotisation retraite après avoir payé. Ah oui, parce que le temps, Finalement, la prise d'un mois, du 13e mois en temps, a un coût. à coût de l'époque, Non, mais il ne faut pas l'oublier, il faut ouais, ouais. la cotisation retraite. si dans 40 ans, je prends après mon CET en temps, Mhm. ben, ça financera mon salaire, Mhm. mais au salaire futur. Mhm. C'est normal. Hein. Mais retenez bien que c'est pas une cotisation truandée, je dirais. C'est simplement parce que la retraite est basée sur le 13-12e mois. D'accord? Mais ce mécanisme-là, ça serait dommage d'encaisser le 13e mois, faire un versement volontaire. Parce que vous passez par la case des impôts. Donc autant passer par la voie du CET. Hein? Mais uniquement le PERCO. Hein? Parce que le PEG, c'est la monétisation. Donc là, vous passez par la case des impôts. C'est que par rapport aux 70 heures de fenêtre de tir du CET au mois d'octobre. Hein? Hein? Bien précis. Hein? Et défiscalisé. Voilà. Si je le mets sur l'article 83, je fais des versements sur l'article 83, mais je ne fais pas d'édition d'impôt. Hein, c'est qu'à la 71e heure. Donc, ouais, c'est le Uniquement pour alimenter le d'octobre. C'est le transfert du CET vers le PERCO, parce que c'est considéré comme un versement volontaire, donc j'ai l'abondement qui est associé. Mais si je transfère du CET vers l'article 83, j'augmente l'article 83, mais je ne fais pas d'économie d'impôt. Et je ne récupère pas l'abondement du PERCO. Donc je suis obligé de refaire un versement. Et on peut Clair? faire de la même manière du CET sur le PEG, on est bien d'accord. On peut faire la même manière du CET, du PEG, mais là je ne suis pas obligé d'attendre la fenêtre de tir du mois d'octobre, 70 heures défiscalisées, parce qu'on appelle ça la monétisation. Oui. Donc je peux verser un mois de salaire, mais je passe par la case des impôts. Voilà. C'est du salaire. Et donc, encore une fois, il pousse à mettre de l'argent sur le PERCO, très clairement. Enfin, le chemin pour aller sur le PERCO est moins onéreux. La fiscalisation de la... Oui, et ça c'est le gouvernement qui dit qu'on va aider à ce que les salariés épargnent pour leur retraite, PERCO, RSR, donc on va les aider en disant, on vous incite à aller là-dessus, en contrepartie vous pouvez défiscaliser ou avoir de l'abonnement, ben vous faites l'effort de ça. Le nouveau plan d'épargne retraite qui va être mis en place, c'est simplement pour vous aider à constituer, à vous préparer psychologiquement à constituer une épargne retraite, d'accord? Pourquoi? Parce que il faut qu'on règle un problème de dépendance, parce qu'en 2050, tu as 4,5 millions
de personnes qui ont 80 ans et plus. De vous à moi, on parle de qui en 2050, 80 ans et plus? On parle de qui? Ben de nous. Hormis les jeunes qui vont nous aider à passer l'indépendance. Mais on parle de nous. Hein. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir comment on gère la dépendance, parce qu'on aura 80 ans et plus si on arrive jusque-là. La probabilité d'arriver en bonne santé, on a quelques chiffres qui démontrent qu'on aura un peu plus de difficultés. Et donc, c'est comment je finance ça. On est en train de nous préparer à la jeune génération à financer notre futur, et que nous, on nous oblige aussi à préparer de l'épargne pour financer les EHPAD. Parce qu'on ne veut pas que c'est la solidarité nationale qui paye à notre place. Vous voyez, la logique, elle est là. On est en train de nous apprendre à se passer de la retraite. Si, on est en train de vous expliquer simplement que... Non, c'est pas ça. On vous est en train de vous expliquer actuellement que la retraite aujourd'hui ne paye pas l'EHPAD de demain. Pourquoi? Parce que tout le monde, et quand vous sortez les enquêtes, on dit on veut du confort, on veut du personnel en plus, on veut ces choses-là. Ben, c'est entre 2008 et 4 000 euros. Et la retraite moyenne des Françaises et Français, on est plutôt entre 1 600 et 1 700. Donc techniquement, la retraite d'aujourd'hui, et je ne parle pas des IEG, hein, la retraite des IEG du régime général aujourd'hui ne permet pas de financer tout ça. Donc qu'est-ce qu'on met en place pour pallier à ça? C'est ça qu'il est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est la solidarité nationale, donc c'est nous, par les impôts et autres, qui payons ça. Les IEG, on est plutôt entre 2000, 2500, 3000 euros. On pourrait potentiellement subvenir. Mais il nous manque encore quelque chose. C'est pour ça qu'on a mis en place ces leçons de PERCO et article 83. Puis, il y a des fonds qui ne sont pas abondés par l'entreprise. Donc, vous avez EG Épargne Vie. Alors, EG Épargne Vie, c'est de l'assurance vie. C'est de l'assurance vie qui date depuis 1987 dans les entreprises. Frais d'entrée 1%, des frais de versement réduits au dégressif, les frais de gestion parmi les plus bas du marché, possibilité d'arbitrage, c'est le site egassurancevie.com, prépare conseil, c'est enseignement Labred, qui nous gérait à l'époque. Les rendements, en 2018, le fonds en euros, 2%. 2,05, 2,77, 3,05. Je rappelle que l'assurance vie en moyenne, les rendements de l'assurance vie en moyenne sur l'année 2018 étaient 1,7. À peine l'inflation. Donc là, on est plutôt sur la fourchette haute. Non, donc c'était même négatif. C'est-à-dire 1,7 moins l'inflation, moins les impôts. Voilà. Là, on est plutôt à 2%, donc on est plutôt en haut de la fourchette. Je ne vous dis pas que c'est bien, c'est pas bien. Je vous dis simplement, avant de prendre une assurance vie auprès de la banque ou du mutuel, regardez, comparez. Alors se pose le problème. À l'époque, j'avais alerté RTE. Donc j'ai réécrit de nouveau et j'ai interpellé le DRH avant qu'il parte en CET, M. Béni. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si vous étiez un ancien d'EDF, vous pouviez ouvrir EG Épargne Vie. Si vous êtes pur RTE, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Pourquoi? Il faut que RTE soit adhérent. Pourtant, c'est le groupe EDF. Hein. Donc, j'ai rappelé, donc j'ai écrit, je suis passé par un ODSC, pour que RTE adhère à ce fonds pour que vous puissiez en bénéficier. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à interpeller les RH locales en disant ben moi je veux ouvrir et vous m'empêchez. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on a filialisé RTE en 2005, vous voyez ça, il faut garder l'histoire. Hein. Denis Maillard, en 2008, quand le prédécesseur était parti avec la main dans le pot de confiture, s'était engagé à dire que si les salariés de RTE ont des droits moindres que les salariés d'EDF, des EG, du groupe, eh bien on corrige.
Donc ça, c'est ressorti. Pourquoi? Parce que vous avez des copains à Lyon qui voulaient adhérer et ils ont eu une fin de non-recevoir parce qu'ils étaient RTE. Alors que vous étiez émané par EDF, vous pouviez bénéficier. Donc, par ce biais-là, j'ai relancé le dossier. Sachez-le, ça existe. C'est plutôt intéressant. Vous vous souvenez, il y a 2-3 ans de ça, il y avait une émission sur la 5 qui disait qu'il y avait 4,5 milliards d'euros qui dormaient dans les comptes des assureurs. Là, vous êtes salarié des IEG, vous êtes pensionné des IEG, c'est un fonds propre aux IEG. Si vous venez à vous arriver quelque chose, la probabilité qu'on retrouve vos héritiers est plus forte ici qu'auprès de votre banque. Vous avez un conseil d'administration avec lequel je siège et on va contrôler tous ceux qui n'habitent plus à l'adresse indiquée, NPAI là. Donc on force les banques à aller rechercher les héritiers pour qu'ils puissent récupérer l'argent. Alors vous allez me dire, oui, mais maintenant il y a une loi qui est sortie, il y a une obligation de recherche. Mais pas de résultat. D'accord? Donc sachez-le, ça existe. Si vous avez les deux portes de fenêtre sur le egpan.com, vous avez le 09211 qui a été lancé à EDF. 98211, c'est RTE. Eh bien, vous allez dans le 09211, même s'il est 0, il est ouvert, hein, le portail. Hein. Vous allez là, vous allez dans les documents, vous déroulez le curseur et vous avez EG Épargne Vie. D'accord? N'allez pas dans le 98211 parce qu'on n'a pas accès, parce que la porte, ils n'ont pas transféré cet accord-là, parce qu'il faut que RTE adhère. Donc, je vous invite de nouveau à booster en local pour que ça remonte, pour que ça se fasse. Parce qu'aujourd'hui, il part du principe, on me dit, ouais, c'est 2-3 personnes. Parce qu'à l'époque, Jean-Christophe Rubinstein, qui s'occupait de l'épargne salariale, donc je suis dans les années 2010-2012, hein, j'avais déjà interpellé là-dessus. Il m'a aussi dit à l'époque, oui, mais bon, s'il y en a un ou deux cas, on donnera l'accès. S'il y en a plus, on adhérera. Donc, ne perdez pas les droits que vous avez depuis 30 ans. Quand je regarde ça, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas abandonner mon assurance vie de ma banque pour tout transvaser? On perd la date de départ si on fait ça? Oui, alors, nuance, très bonne remarque, parce que j'ai oublié dans le cadre de la loi PER, la loi Pacte, il est prévu que dans le nouveau plan d'épargne retraite, hein, que si vous transférez l'assurance vie dans le nouveau plan, on double la défiscalisation. Je rappelle que c'est 4 600 € d'abattement sur les plus-values pour une personne isolée, 9 200 pour un couple. Eh bien, on double ces montants. 9 200 à 18 400. C'est-à-dire qu'après, la stratégie, c'est que tu vends et te réinvestis à concurrence du montant de la défiscalisation. Et donc, après, tu sors tout net d'impôt. Donc, sachez-le, que s'il y a un nouveau plan, le transfert, c'est jusqu'en 2023. Si l'assurance vie, vous le mettez dans le plan d'épargne retraite, eh bien, vous avez le doublement de la défiscalisation. Merci pour la question. Et la position, elle est où? Parce que les autres assurances vie étaient imposées à partir de 10 ou 12 ans, je crois, c'est ça? Défiscalisation. C'est-à-dire qu'à partir de 8 ans de blocage, vous êtes totalement défiscalisé des montants que je viens de Les citer. 4 premiers étaient plus fiscalisés, après c'est de 5 à 8, après c'est moins fiscalisé. Voilà. Au-delà de 8. Au-delà de 8, tu as la fameuse 4006, 9200, des sommes que tu retires par rapport aux plus-values qui ont été générées. D'accord? On peut avoir plusieurs. Pardon? Il n'y avait pas une limite haute après 14 ans ou 12 ans? Non, je crois que on est à. Non, D'accord. je crois que c'est 100, enfin, je crois que c'est le montant maximum qu'il peut y avoir. Mais de mes souvenirs, je ne sais plus si c'est 150 000 ou 300 000 euros Ah oui, c'est pour un couple de défiscalisation. Hein, c'est les montants de défiscalisation, notamment dans la succession. Mais là, il faut le regarder. Pas On forcément. peut souscrire plusieurs assurances vie. Oui. Celle-ci, plus une autre à la banque, par exemple. Oui. Mais par contre, c'est le cumul qui fait la défiscalisation. On ouvre une assurance vie pour faire date, pour la fiscalité. Parce que vous n'êtes pas obligé de mettre tout de suite. Hein. Mais par contre, le fait de faire date, vous prenez la fiscalité de l'époque. Donc après, c'est un calcul à faire entre la fiscalité d'époque et aujourd'hui.
Est-ce que c'est intéressant ou pas? Un petit calcul à faire. L'autre chose, Par oui. rapport aux enfants aussi, parce que quand ils deviendront majeurs, ils ne seront pas forcément dans les IEG. Oui, ouais, c'est ça. Oui, 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 oui. C'est pour ça que vous avez EG-Click aussi dedans. Il faut regarder. Fouiller un petit peu parce qu'il y a différents fonds et plans en fonction aussi des enfants. Mais les enfants, je rappelle qu'il y a des règles. Hein. On ne peut pas donner une assurance vie à tout petit. Hein. Il y a des règles bien précises parce que pas que vous décidez après de le trucider ou de ne pas le nourrir ou de le rendre malade pour récupérer les sommes. C'est pour ça qu'il est interdit de faire une assurance vie en France sur les enfants. Pour mineurs, ça Il y a- existe quand même. À partir de 16 ans, s'ils sont alternants, des choses comme ça. C'est un peu plus cadré. Un peu plus cadré. EG Prévoyance. EG Prévoyance, c'est quoi? Ben, c'est une assurance par rapport à votre épargne salariale. C'est-à-dire en clair, donc ils ont été revalorisés parce qu'on a intégré le PERCO dedans, pour 49 € par an, 49 € par an, 4 € par mois, ou 118 € par an, eh bien on couvre en cas de décès, par accident et ou maladie, à concurrence de 91 600 €. C'est-à-dire que si j'ai 80 000 € d'épargne, que j'ai PERCO tout confondu, et que je venais à décéder par accident, eh bien on va reverser tout de suite, net d'impôt et de droits de succession, 80 000 € à la personne que j'aurais désignée. Et les 88 000 € que j'ai dans l'épargne sera versé dans le cadre de la succession. Ça permet de doubler le capital. Donc ils auront 160 000 €. En accident maladie ou accident, c'est jusqu'à 65 voire 70 ans sous certaines conditions. Puis ça se termine, et après c'est décès par accident ici. Si vous êtes adhérent avant 70 ans, vous pouvez continuer à être adhérent après 70 ans. Le montant que vous voyez ici, le minimum garanti, c'est que si gardez toujours pendant la retraite une part, autrement l'aventure s'arrête. Donc gardez toujours une part, soit dans le PEG et ou PERCO. Et en cas de décès, eh bien on versera à minima 750 €. Et si vous prenez les deux contrats, on vous couvre un concurrent de 150 000 € d'épargne. C'est vrai que ça fait 300 000 € qui sera reversé. Là, pareil, c'est EG Prévoyance. Pareil, vous avez le contrat, vous rentrez dans la poche 09211. Dans les documents, vous déroulez, vous avez EG Prévoyance. C'est l'effet school. Non, mais c'est vrai que c'est très peu connu. Moi, j'avais commencé et c'est compliqué parce que même eux, des fois, ils ont du mal à se renseigner. Moi, j'avais appelé au numéro et les personnes ne savaient pas ce dont je parlais. Donc, mais c'est un truc quand même pas mal. Quoi. Vous avez la prévoyance, oui. Vous pouvez faire le distinguo après entre ça et l'ICP? Oui, bah justement, j'allais le faire à l'instant. Et l'accord de prévoyance. Vous avez la prévoyance d'entreprise. Ça a été mis en place en 2009. C'est une cotisation dite obligatoire. Vous cotisez 20%, l'employeur cotise 80% du taux. D'accord? Et ceci en cas d'invalidité totale ou de décès, on versera entre 2 et 2,5 fois votre salaire brut annuel. Soit à vous, si vous êtes en invalidité totale, soit au conjoint ou aux ascendants-descendants, si vous devenez un décédé. Mais la prévoyance d'entreprise se termine au moment du départ à la retraite. Donc 60 et 62 ans. L'IDCP. L'IDCP, aujourd'hui c'est un contrat famille qui a été mis en place depuis 2009. Avant c'était accident et maladie, qui est devenu famille. Ça a été mis en place par la CCAS, d'accord? Et celle-ci, elle vous couvre en cas d'invalidité partielle permanente entre 0,5% et 100%. C'est-à-dire, en clair, je souscris entre 100 et 800% de couverture assurantielle, donc je paye une cotisation qui est associée derrière. Et si je me casse un doigt et que j'ai 1% d'IPP, on me versera 1% de mon salaire brut annuel multiplié par le taux que j'ai défini avec le contrat d'assurance. La prévoyance d'entreprise, c'est invalidité totale ou décès par rapport à votre salaire. Les DCP, c'est entre 0,5% et 100%. Vous voyez, ne couvrent pas la même chose. Et ceci, ça dure jusqu'à l'âge de 72 ans.
Après, ça se termine. Et puis, vous avez là, EG Prévoyance, qui lui couvre l'épargne salariale. En cas de décès, par accident ou maladie. Donc là, on double le capital de l'épargne. Vous voyez, c'est trois choses différentes, mais ce n'est pas un qui remplace l'autre. C'est complémentaire. Pardon? Jusqu'à 70 ans. Non, il faut être ici. Alors ici jusqu'à 70, mais ici il faut être adhérent avant 70 pour continuer à être adhérent après, en cas d'accident. Si vous ne savez pas qui mettre derrière, retenez une chose, mettez bien Fabrizio Morano. Et je serai digne de votre épargne. Vous avez vu jusqu'à présent, vous pouvez faire toute confiance. D'accord? Donc sachez-le que ça existe aussi, peu connu. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2003, vous vous souvenez, on recevait par an le plan d'épargne entreprise, un bulletin d'information où il y avait tous les fonds. Et d'ailleurs, il y avait tous les contrats, EG-Vie, EG Prévoyance. Mais depuis 2003, on ne verse plus, on ne donne plus cette information-là. Et l'entreprise ne donne pas cette information-là, c'est-à-dire que plus de 50% des salariés qui ont été embauchés après depuis 2003 ne sont pas informés. Et dans les 50 autres qui étaient embauchés avant, ben, vous avez en gros 30% de salariés qui ne savaient pas que ça existait. Donc en clair, si on ne fait pas ces réunions, ben, 80% des salariés ne savent pas que ça existe. Donc là, si je comprends bien, sur le premier, parce que tu as parlé que des 49 euros, mais 25 euros, ça veut dire que c'est dans la limite des 45 800. Voilà, tout à fait. Qui Si j'ai 20 000 euros d'épargne, ça ne sert à rien que je prenne 49, je reste à 25. Par contre, si mon épargne dépasse les 45 000 euros, c'est peut-être intéressant d'aller prendre le 49 euros. Donc c'est fait, et après une fois par an, à la date anniversaire, il y a un prélèvement qui se fait sur le compte en banque. C'est une fois par an, à date anniversaire. Il y a 3-4 questions médicales, ben, toutes 5, hein, succinctes. Vous répondez et vous êtes adhérent tout de suite dans la foule. L'RSR, donc l'article 83, AG2R à la mondiale, donc qui a été mis en place depuis 2009. Donc au mois d'avril, vous avez un état qui vous est envoyé, un état récapitulatif. Hein. Donc vous avez le capital, le temps de rendement annualisé, puis vous avez le montant de la rente à 60-65 ans. 60 ans est moindre que 65. Pourquoi je vous ai dit qu'on calcule l'espérance de vie de 60 de 23 ans, 65 étant plus que de 18 ans, automatiquement le montant est plus important de la rente. Puis au dos de la page, vous avez les cotisations obligatoires, plus éventuellement les versements volontaires. En fin d'année, vous recevrez un autre état qui, lui, vous propose de dire que vous pouvez faire des versements à concurrence de 10% de vos revenus annuels que vous avez déclarés aux impôts, avec un plancher qui est 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, qui est de 3 600 euros. Donc si je gagne par exemple 40 000 euros par an que je déclare, eh bien je peux verser jusqu'à 4 000 euros pour faire des déductions d'impôts, cumulables sur 3 ans, et je peux prendre la part du conjoint, c'est-à-dire x6. Vous avez eu votre état au mois d'août, là, l'échéancier, et vous regardez dans le papier, en deuxième page, vous avez des années, 2018, 2017, 2016, avec un montant associé à côté. Eh bien ça, c'est le montant maximum que vous pouvez faire en versement volontaire pour faire la déduction d'impôt. La règle, c'est montant mutué par vos taux marginal d'imposition égale économie d'impôt. En clair, si je verse 1 000 euros, mon taux marginal d'imposition est de 20%, ben 1000 fois 20% égale 200 euros d'économie d'impôt. Vous voyez, c'est très simple. Donc, à la question est-ce que c'est intéressant ou pas, ben, plus votre taux de marginal d'imposition est élevé, ça peut être intéressant, mais si votre taux de marginal d'imposition est faible, voire non imposable, ce n'est pas forcément intéressant. D'accord? Donc, une fois que vous partez à la retraite, vous devez définir la rente qu'il vous faudra. Je vais revenir après sur le tableau. Donc, vous prenez votre fiche de paye aujourd'hui, et puis vous avez des cotisations dites obligatoires. Régime sur la terre, tranche 1, tranche 2. De 0 à 3 000 euros, ben, vous cotisez 0,4%. De 3 000 au-delà, vous cotisez 0,8%. L'employeur cotise 1,62, puis 1,95 au-delà de 3 000 euros. Puis, il y a une somme qui est versée uniformément de 110 euros par an. C'est un effet relatif pour les bas salaires. D'accord? Possibilité de versement libre ou point, c'est ce que je viens d'expliquer. Possibilité de transfert du CET vers le RSA, c'est les fameuses 70 heures, entre autres. D'accord? Puis, on a fait une simulation coefficient cadre, donc un salaire moyen, constant, hein, c'est qu'une estimation, une indication. Et si je prends par exemple pour le collège cadre,
eh bien, par an, je cotise 290 € et l'employeur verse 1000 € de cotisation. C'est-à-dire que pour 290, j'ai 1317 € de rente, de capital qui est versé sur l'article 83. Ça fait environ 450 € à 600 € d'abondement. Meilleur placement que ça, il n'y a pas. Puis, on a fait une simulation à 5, 10, 20 et 40 ans de cotisation. La règle est, si au moment du départ à la retraite, la rente est inférieure à 480 € annuels, vous sortirez en capital. Si la rente est supérieure à 480, vous devez définir le type de rente, vous devez que sortir en rente. Eh bien, lorsqu'on a mis en jaune, c'est-à-dire que le montant du capital fait une rente inférieure à 480. Donc, je sors en capital. La règle, un conseil, si vous avez un taux d'imposition supérieur à 7,5%, eh bien, demandez le prélèvement à la source, prélèvement libératoire à 7,5%, après abattement de 10%. Autrement, si vous prenez le capital, vous êtes obligé de le réintégrer dans les impôts. C'est simple. Si je prends le prélèvement libératoire à 7,5%, pour 10 000 €, je paye 663 € de taxes et le net en poche. Si je ne fais pas ça, j'encaisse les 10 000 € et mon taux marginal d'imposition est de 30%, ben je paierai 3 000 € d'impôt. Vous voyez la nuance? Si je suis non imposable, eh bien je fais juste un calcul. Est-ce que la somme, si je réintègre dans les impôts, est-ce que ça me fait payer des impôts ou pas? Voilà. Ce calcul, il se fait comme ça. Ça, c'est vraiment de toucher le capital. Ça. Si ma rente est inférieure à 480 € annuels. Ouais. Si elle est supérieure, ben, je ne me pose pas de questions, je sortirai en rente. D'accord? Ça Puis on a... ça fait déjà 10 ans là, que ça existe. Donc ça fait déjà 10 ans, 2009, 2019. Donc vous allez me dire, ben, on a un minima ces montants-là, C'est ça. sauf qu'un minima, vous ne l'avez pas. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, en 2009, quand on avait négocié l'article 83, on a eu un droit d'opposition du majoritaire. Donc, on était la seule entreprise de ne pas avoir le régime de retraite supplémentaire, avec le minimum de la branche, 1%. Puis, en 2013, suite aux élections, le majoritaire est passé sous les 50%, et on avait signé l'accord en 2014, le même que 2009, et donc c'est qu'à partir de 2014, vous avez le régime complet. Mais le droit d'opposition à l'époque, ben, ça a coûté entre 2500 et 4500 € de capital. Ça a un coût. D'accord? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez pas ces montants-là. Parce que ça, c'était une situation qu'on avait fait en 2009 en station normale. Donc vous enlevez, vous êtes plutôt alors entre 6 000 aujourd'hui et 14 000 € de capital. D'accord? Mais le taux, là, la rente annuelle que vous avez un taux ici de pension. Eh bien, c'est ce que représente cette rente par rapport à votre pension. Souvenez, je vous avais dit que c'était pour atténuer, voire annuler les décotes futures. Eh bien, au maximum, ça annulera 6 trimestres de décote. Quelqu'un qui n'a pas de décote, eh bien, c'est de la pension en plus. Si j'ai mon taux de 75%, et que j'ai fait toute ma carrière dans les IEG et cotisé, ben j'aurai 75 plus 6%, 81%. Vous voyez? Ça s'additionne. Il n'y a pas de perdant, il n'y a que des gagnants. Même si je sors en capital, ça sera toujours gagnant parce que pour 290 € que j'ai cotisé, je reçois 1300 € par an. Vous voyez? Je comprends Donc, il y a pas que ça. des Si je gagnants. prends l'exemple de la maîtrise, la rente annuelle à 514 € au bout de 10 ans, Oui. tu dis que ça équivaut à 6 trimestres de cotisation? Non, là, ça représente que 1,5. D'accord. Hein, j'ai dit c'est une carrière complète. Ah oui, c'est une carrière complète. ça Hein, fait 6% sur une carrière complète. Hein. Évidemment, plus on monte crescendo, et plus on aura le taux. D'accord? Donc, au moment du départ à la retraite, si je sors avec plus de 480 € de rente annuelle, eh bien, je dois définir avec AG2R la mondiale quel type de rente je veux. Première, c'est la rente viagère classique. C'est la plus connue. Eh bien, je mange mon capital. Si je vis au-delà de 23 ans, eh bien, c'est la Solidarité nationale qui continue à verser une rente. Par contre, si je décède avant, eh bien, le solde du capital ira à la Solidarité nationale. D'accord? C'est la rente viagère. Puis, vous avez la rente annuelle à unité garantie pendant 5, 10 ou 15 ans. Eh bien, là, comment ça se passe? Si je prends ma retraite à 60 ans, je prends la garantie pendant 15 ans, eh bien, pendant 15 ans, on va me verser
un montant de rente. Si je décède avant, on va continuer à verser ce même montant à la personne que j'aurais désignée. Si je vis au-delà des 15 ans, eh bien, je bascule en rente viagère jusqu'à ce que mort s'en suive. En général, on utilise cette rente-là quand on a encore des enfants qui font des études et autres, et on veut leur garantir un pouvoir d'achat. Puis vous avez la rente réversible, minimum 50, puis par tranche de 10 de 50 à 100%. Mais là, c'est comme son nom l'indique, en cas de décès, c'est le conjoint qui percevra la rente jusqu'à ce qu'elle décède. Puis vous avez une rente majorée, qui est à définir avec AG2R. Par exemple, une rente majorée de 20% pendant 5 ans, puis après, elle est minorée de temps. Celle-ci, elle sert notamment quand vous avez encore un crédit immobilier pendant la retraite, vous maintenez votre pouvoir d'achat, on va augmenter le montant de la rente et après on la diminuera. Et puis, il y a une dernière rente qui est la rente dépendance. Et là, comme son nom l'indique, en cas de dépendance, on va doubler le montant de la rente initiale pour pallier à la dépendance. D'accord ? Mais Ceci sera défini avec AG2R au moment de départ à la retraite. mais quel est le coût de ces garanties supplémentaires? Parce que la rente viagère classique, ça doit être La plus surcoût. élevée. Et plus il y a de l'assurance, qu'on couvre un risque, la rente diminue. Ça, c'est les calculs. Vous pouvez faire des simulations. Vous allez...